j'accueille notre troisième et dernier orateur de la session, le professeur Constantin, pour oxygénothérapie de l'insuffisance respiratoire aiguë. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous pourriez nous baisser un tout petit peu le son parce qu'il y a un poil de l'arsène, je trouve que c'est vraiment fort sur nos micros. Merci. Merci de l'invitation. Merci d'être là. Merci d'avoir le plaisir d'être modéré par mon ami Antoine et par Charlotte Averlo, que je n'avais pas vu longtemps. La seule réanimatrice qui est capable de passer de Paris à Marseille sans que ce soit transparent, qu'il soit adopté partout. Le jour où t'en as marre du Mistral, tu seras bienvenu à la maison. Donc j'avais le sujet complètement idiot de vous parler d'oxygénothérapie dans l'insuffisance respiratoire aiguë, mais c'est vachement moins smart que ce qu'ils ont fait tous les deux, mais c'est un peu le quotidien quand même, c'est un peu le quotidien. Voici mes liens d'intérêt, avec beaucoup d'industriels. Et j'ai un DU de ventilation aussi, sur lequel il y a Adrien Rosé, il y a le Padawan, voilà, il y a plein de monde, il y a Antoine, il y a tout ça, donc c'est plutôt sympa. C'est un lien d'intérêt, on va dire. Donc, oxygénothérapie de l'insuffisance respiratoire aiguë, méthode et indication. Donc, j'ai fait un tour de biblio et j'ai sorti une quinzaine de recommandations. Donc, asseyez-vous, décontractez-vous, on va les voir les unes après les autres. C'est hyper intéressant. Non, en fait, je ne peux pas faire ça, moi. Je trouve ça totalement insupportable. Donc, j'ai repris le titre, je l'ai un peu changé, ce qui ne se fait pas trop sur une conférence d'actualisation. Et je me suis dit, avant de réfléchir à comment est-ce qu'on oxygène, c'est quoi le but? Qu'on soit tous d'accord sur le but d'oxygéner. Et donc, il est assez simple. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont filé. C'est un topo simple. Le but, c'est d'améliorer la saturation en oxygène. Si on va un peu plus loin, comme l'a dit Adrien, c'est le transport en oxygène. Globalement, c'est filer de l'oxygène aux cellules. C'est uniquement ce qu'on veut faire. Mais je crois que c'est important de savoir quel est le but quand on veut faire quelque chose avant de discuter de moyens. Globalement, on va essayer de corriger l'hypoxémie de nos patients. Corriger l'hypoxémie, c'est donner de l'oxygène. On est en 2022, l'oxygène c'est 1774 et on en parle encore aujourd'hui. C'est même un peu plus vieux que ça, parce que donc, la découverte officielle c'est 1774. En fait, il y a une expérience extraordinaire en 72 par Thomas Schellel qui avait découvert quand on chauffait de la magnésie, et donc ça donnait du magnésium et puis ça faisait gonfler la bulle. Il avait appelé ça l'air du feu. C'est sublime, et puis 2 ans après on a appris que c'était l'oxygène. Donc voilà, quand même un petit moment qu'on parle de ça. Et ce qui fait qu'on en parle encore, c'est pas tant sur l'oxygène, c'est sur ce qu'on va administrer. Ce qu'on va administrer, j'aimerais bien qu'avant de parler de trucs bêtes et de recommandations, on refasse un tour sur quels sont les mécanismes qui mettent en insuffisance respiratoire aiguë. Le système respiratoire, c'est pas compliqué, c'est un tuyau, l'airway, c'est une pompe, le diaphragme, et puis un échangeur, le poumon. Et quand les trois fonctionnent, on arrive à oxygéner, à purer du CO2. Pour être en détresse respiratoire, il faut qu'il y en ait qui ne fonctionnent pas. Donc l'airway, on n'en parlera pas. Hein. C'est quand on a un problème en haut. Le plus connu, c'est l'anesthésie. À chaque fois qu'on endort un malade, il n'y a plus d'airway. Donc ça, c'est un souci. Il y a l'échangeur. Vous savez que cet échangeur, moi, je trouve qu'il est absolument miraculeux. On nous saoule avec le cœur depuis qu'on est tout petit. Le poumon, c'est un organe qui est génialissime. Le poumon, c'est le seul organe qui est capable d'échanger en permanence de l'oxygène et du CO2. Ça se fait sans qu'on y pense. Et c'est magique. Mais quand cet échangeur ne marche plus, parce qu'il y a de la fibrose, parce qu'il y a de l'œdème, il va falloir qu'on l'aide, il va falloir qu'on rajoute un petit peu d'oxygène. L'autre façon d'être hypoxique, quand l'échangeur fonctionne bien, c'est quand la pompe ne marche plus. Et donc, c'est quand on fait de l'hypoventilation alvéolaire, parce qu'en fait, vous voyez, je vous ai mis rapidement pour, je vous rappelle les cours qu'on a eus quand on était petit, l'équation des gaz alvéolaires. Quand vous êtes en hypercapnie, vous devenez hypoxémique, c'est juste une histoire physique, c'est pas autre chose. Mais cette hypoxémie-là, elle se corrige très très facilement, donc c'est pas gênant. On peut avoir les trois, c'est le malade qui s'épuise. Le malade qui en a marre d'être polypnéique parce qu'il a l'échangeur qui ne marche pas bien, il finit par avoir la pompe qui se fatigue, et donc on a une hypoxémie et une hypercapnie. Donc le but, c'est de corriger l'oxygène. On sait qu'on a 2-3 mécanismes différents, donc on va voir quels sont les moyens et puis les indications pour arriver à ça. Les moyens, il y en a plein. On a des problèmes de riches. Ça va de la sonde dans le nez d'oxygène à l'ECMO. Et on peut tout balayer. Il y a plein de moyens d'amener de l'oxygène à nos patients. Ce n'est pas forcément les mêmes. Les plus standards, c'est donc la partie oxygène. Sonde, masque de concentration, ce que vous voulez. Et ça marche assez bien. Ça fait des années qu'on fonctionne avec ça. Il y a quelques inconvénients. Quand on laisse longtemps, les patients ne peuvent plus parler, par exemple, ou ils ne peuvent pas manger quand ils ont un masque à concentration. Et le confort n'est pas très bon de ces masques. Quoi qu'on en dise, le confort n'est pas bon. Quand le confort n'est pas bon, ça fait des échecs de la technique. L'autre problème, c'est qu'on ne sait pas quel FiO2, quelle quantité d'oxygène on amène à nos patients.
Globalement, regardez, patient à qui vous mettez 4 litres aux lunettes, qui arrive là. Ça, son débit proto-inspiratoire, dans malade d'un tout petit peu dyspnique, c'est 40 litres. Donc il va avoir 4 litres avec l'oxygène qu'on lui amène, 36 litres, c'est de l'air ambiant. La FiO2, elle n'est pas très très élevée. Avec un masque, ça va être à peu près la même chose, même si on couvre un petit peu plus. En fait, la seule façon de contrôler la FiO2 de nos patients, ça va être d'administrer de l'oxygène à haut débit. Quand vous mettez 50 litres à un patient, vous couvrez sa demande. Donc il reçoit la FiO2 que vous réglez. Et ça, c'est un vrai progrès dans tout ce qu'on fait. Chaque fois qu'on va administrer de l'oxygène au patient, il faut qu'on pense aux limites de notre technique et à ce que ça va entraîner. On amène de l'oxygène, c'est bien, mais s'il y a de l'œdème, pulmonaire, qu'est-ce que ça fait? L'oxygène qu'on va amener, il ne va pas arriver dans l'alvéole, donc il ne va pas être échangé. Dans ces cas-là, on va céder de pression. On va mettre une pression positive continue de la CPAP qui va permettre de pousser un petit peu l'œdème, de réouvrir un peu des alvéoles et donc de permettre à l'oxygène qu'on administre de passer dans le sang, ce qui est quand même le but. Des fois, quand on a en plus de ces problèmes d'œdème une hypoventilation qui se crée, soit parce qu'on l'a créé avec des produits, soit parce que le patient se fatigue, on va associer à l'oxygénation de la ventilation. C'est de la VNI ou c'est de la ventilation invasive, mais c'est 2 niveaux de pression. Et la différence, elle est là. Quand on met un niveau de pression en oxygène, quand on met 2 niveaux de pression, on fait de la ventilation. Donc on épure du CO2. La ventilation, ça épure du CO2, ça n'oxygène pas. Et ce n'est pas pour l'hypoventilation, pour l'hypoxémie liée à l'hypoventilation. Donc on a plein de moyens pour oxygéner nos patients et qu'on va essayer de choisir et d'adapter en fonction des mécanismes de l'insuffisance respiratoire aiguë. Juste une parenthèse pour penser qu'il faut humidifier. L'oxygène qui sort des murs, il est sec, il est froid. Et nos patients, quand ils sont intubés, n'ont plus de moyens de le réchauffer et de l'oxygéner. Mais même avec le masque, ils vont se déshydrater. Donc il faut penser à humidifier. Ça, c'est une diapo que j'ai piquée à Antoine Mancel, mais qui explique que ce soit de la VNI, que ce soit de la ventilation invasive, il faut humidifier notre oxygène, soit d'humidification passive, soit d'humidification active. Il faudrait même penser à humidifier quand on fait de l'oxygène au masque. Et là, vous allez me dire, ah ben on humidifie, on a le bubble, là. L'eau, l'oxygène, il passe dans de l'eau avant d'en sortir et ça fait des bulles. Ça n'oxygène pas. C'est juste une bulle d'esprit, on a l'impression que c'est joli, ça amène de l'eau, ça met de l'eau dans les tuyaux. Ça n'a jamais mis dans les poumons des malades. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec Gérald il y a très longtemps, qui montre que quand vous arrivez à 15 litres de débit, ce qui est quand même assez courant, 15 litres au masque, il n'y a quasiment plus d'humidification qui passe. Donc le patient se dessèche, il fait de l'atelectasie, il ne supporte plus et vous êtes en échec de la stratégie. Juste un détail pour penser à humidifier les gaz et l'humidifier convenablement. Donc comment est-ce qu'on va faire? J'ai essayé de lister 4 autres types d'insuffisance respiratoire, la de novo, la pneumonie, la RDS, l'insuffisance respiratoire post-stop, la post-extubation et le SDRA qu'on va mettre avec la de novo parce que ce sera plus simple. L'idée, c'est qu'il y a quand même dans tout ça un continuum. C'est le manque d'oxygène de nos patients, la détresse respiratoire qui va s'aggraver. Tout ça, ça se ressemble un peu, même si on le segmente artificiellement, ça se ressemble un petit peu. Mais le côté artificiel de la segmentation vient peut-être aussi, c'est Cyril qui me raconte sa vie, vient peut-être aussi du fait qu'on a des essais qui montrent que ce n'est pas tout à fait pareil. Mais je vais essayer de remettre ça un peu en perspective. Et on a pris la même, j'adore ce papier, je vous invite à lire, il vient juste de sortir, c'est un truc extraordinaire, c'est encore Luciano Gastinoni qui coordonne ça. C'est comment est-ce que la physiologie nous permet de comprendre ce qu'on fait en termes de stratégie pour oxygéner et ventiler nos patients. Ce papier est absolument magnifique, sorti dans l'ICM il y a 10 jours, je crois, ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment le regarder. Et donc ce continuum de la stratégie thérapeutique qu'on va mettre en place, des lunettes jusqu'à l'ECMO, il va dépendre de la tolérance du patient, de la sévérité, et donc on va pouvoir faire plein de choses. Et puis je voudrais qu'on profite de, vous avez vu, on n'a pas de masque, on est tous ensemble, on a tous nos copains qui ont enfin pu revenir de l'étranger parce que les frontières sont ouvertes et ça c'est un vrai plaisir. On n'a pas de masque parce que la pandémie c'est fini tout de suite, ça va peut-être repartir mais en ce moment c'est fini. Et essayons de tirer bénéfice de cette pandémie. On a fait des trucs pendant la pandémie qui font qu'on ne peut plus lire la littérature et prendre en charge nos patients de la même façon. On ne peut plus dire, je fais le blackout sur les 2 ans qui sont passés. Il y a des choses qu'on a faites qui nous amènent à revisiter la littérature. Donc, comme on en a marre de bosser, là, tous les 3, on va vous faire travailler un peu. Et un peu à vous. J'ai mis quelques vignettes
et je vais vous faire bosser dessus. Notre ami Gérard, 59 ans, un peu rondouillé, pas plus que ça, a 81% de SPO2 sous 15 litres au masque et avec une fréquence respiratoire à 32. Là, je vais faire un exercice que les vieux connaissent. Les jeunes, ils n'en font plus de ça. Qu'est-ce qu'on fait? L'exercice, ça s'appelle un TCS. Il y en a que ça a dû traumatiser. Vous envisagez de le mettre sous Optiflow à FiO de 1, 60 litres. Ça, c'est pas discutable. Je vous dis que vous envisagez ça, vous n'avez pas le choix. Mais vous apprenez, en regardant le dossier ou en écoutant l'interne qui vous en parle, que ce patient est en post-opératoire d'une chirurgie abdominale lourde à J5. Et là où c'est du TCS pour ceux qui ont été traumatisés par les TCS, est-ce que le fait qu'il soit en post-opératoire, ça renforce votre idée de le mettre sous Optiflow? Ça diminue ou c'est neutre, vous en foutez? Ça renforce pour qui? Ça diminue pour qui? Ah, il y en a qui ont moins envie de mettre de l'Optiflow en post-op. Et les autres, c'est neutre. Vous êtes très neutre quand même. Vous êtes très neutre. Qu'est-ce qu'a dit François il y a maintenant 7 ans? François Stéphane, qui a fait ce très beau papier, c'est un des premiers papiers sur l'Optiflow, post-op de chirurgie cardiaque. Alors, il y a un peu un côté fourre-tout sur le papier, mais c'est patients en détresse ou à risque de devenir en détresse. Et ils ont comparé Optiflow et VNI, et que dalle, ça ne change rien. Il n'y a aucune différence de devenir des patients, notamment en termes d'intubation, de recours à la ventilation artificielle. Donc on pourrait se dire, c'est peut-être pas idiot. Et ceux qui voulaient mettre de l'OHD, disons que ça renforçait, c'est peut-être pas totalement idiot. J'aime bien, moi. Après, voilà, il y a les limites du papier, c'est du post-op de chirurgie cardiaque, on peut discuter du niveau de PEP, etc. Peu importe. Le message est, c'est pas une faute et c'est probablement même intéressant parce que c'est bien supporté par les patients de mettre un peu d'OHD en post-opératoire. Puis après, il y a le papier de Samir. Insuffisance respiratoire aiguë dans les 7 jours après chirurgie digestive ou vasculaire. Qu'est-ce que fait Sam? C'est pas le même design. Ils ont randomisé 150 patients par bras, oxygène versus VNI, et ils regardent sur le devenir, c'est-à-dire le recours à la ventilation mécanique. Là, il n'y a pas photo. Donc ceux qui avaient dit ça diminue parce que je préfère faire de la VNI, c'est pas faux non plus. Voilà ce que propose un peu la littérature sur ce post-opératoire. Il n'y a pas d'effet sur la mortalité, mais ce n'était pas designé pour. Moi, ce que j'aimerais, et ce que j'aurais envie de me dire, même si ce n'est pas totalement scientifique, enfin, ce n'est pas soutenu par la littérature, il n'y a pas d'essai qui comparait les trois, mais je trouve qu'en pratique clinique au quotidien, dire mon patient en post-op est en détresse respiratoire, ben, je peux essayer l'oxygénothérapie à haut débit. Si je vois que ce n'est pas suffisant, on peut probablement tenter, et il faut sûrement tenter de mettre de la pression. Et quand on dit faire de la VNI, c'est essentiellement faire de la CIPA, parce que ce n'est pas les BPCO d'Adrien. Ils n'ont pas besoin d'aide, ils ont besoin de PIP, ces malades-là, pour aider l'œdème. Et que si ça ne marche pas, ben derrière, il faut intuber. Mais je trouve ce continuum assez simple. On reprend le même patient, même état. Vous vous redites que vous allez le mettre sous OHD, mais là, ce coup-ci, vous vous rendez compte que ce patient, en fait, il vient d'être extubé à 30 minutes. Donc, il est en détresse respiratoire, il est hypoxémique et on est en post-extubation. Est-ce que ça renforce l'idée de le mettre sous OHD? Est-ce que ça diminue ou est-ce que c'est neutre? Ça renforce pour certains? Pas beaucoup. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait en termes d'oxygénation pour la détresse respiratoire post-extubation? On va y venir. Ce qu'on sait, c'est que quand on extube les patients, c'est les papiers de Gonzalo Hernandez, quand ils sont à bas risque de réintubation, Optiflow versus oxygène standard, c'est mieux. Il y a moins de réintubation parce qu'il y a moins de détresse respiratoire. Ça, c'est un papier de JAMA 2016. Ce n'est pas de la détresse, hein, c'est des patients à bas risque. C'est des patients à haut risque, mais qui ne sont toujours pas en détresse. Ils nous montrent que l'Optiflow, ça ne fait pas plus mal que la VNI après l'extubation. Mais ça ne répond toujours pas à notre question. Il y a le papier d'Arnoutsil sur des patients en risque qui lui dit, quand on fait Optiflow pour plus VNI, vous voyez, 300 malades par bras, ça améliore, c'est-à-dire ça diminue le risque d'échec d'extubation chez ces patients en risque. Mais ce n'est pas de la détresse. Sur la vraie détresse post-extubation, on n'a pas grand-chose. On a des très vieux papiers, alors qui viennent d'Italie essentiellement, qui nous disaient c'est mieux. Quand on fait de la VNI en post-extubation chez les patients en détresse, on les réintube moins, on leur sauve un peu des vies.
Et puis il y a le papier d'Andrés Esteban, parce qu'il y avait beaucoup de BPCO là, qui refait la même chose, mais en randomisant 100 patients par bras, VNI versus oxygène. C'est bien, on se dit c'est smart, ça va aller dans le bon sens. Et donc là, quand on regarde, ça ne change pas grand-chose sur les critères de détresse respiratoire. Par contre, il y a une vraie surmortalité dans le groupe traité. Et donc, suite à ce papier, on avait dit la VNI sur la détresse respiratoire post-extubation, c'est stop. On arrête. Il ne faut pas faire. Il faut intuber ces malades dès qu'ils sont en détresse, parce que c'est la seule solution. En fait, il y a un papier de Gavin Perkins qui a 4 ans maintenant, qui a refait exactement la même chose. Et ils n'ont pas du tout les mêmes résultats. C'est-à-dire que ça ne change rien sur la mortalité, mais ils ont moins de jours intubés, ils ont moins d'antibiotiques, moins de pneumonie, moins de temps en réanimation. C'est quoi la différence par rapport au papier d'Andrés Esteban? La différence majeure entre ces deux études, c'est qu'ils ont un algorithme d'intubation et qu'ils ont une stratégie active pour éviter l'échec et le retard à l'intubation, ce qui tue, clairement. Et l'algorithme, il faut l'avoir dans vos services. Si vous voulez faire de la VNI à ces patients-là, il faut un algorithme, on est tous les mêmes. C'est-à-dire qu'on commence la VNI, puis on se dit, ah, il ne s'est pas amélioré, mais on va entendre encore un peu. La phrase que j'entends tous les jours dans mon service, il faut lui laisser sa chance. On lui laisse juste la chance de mourir. Quand on retarde l'intubation, on tue des malades. Donc il faut s'écrire. On se dit, ben voilà, s'il passe cette frange-là, si j'arrive pas à baisser sa fréquence ventilatoire, s'il a ceci ou cela, je le réintube et je ne lui donne pas sa chance de mourir parce qu'on n'est pas là pour ça. Le but, c'est d'éviter de retarder l'extubation et probablement que le contrôle de la fréquence ventilatoire est important. Il y a un essai qui vient d'être lancé par Arnaud-Tilde là-dessus, donc je pense que dans un an ou deux, on aura la réponse. Probablement qu'on peut dire chez ces patients-là aujourd'hui, ben un peu comme pour le post-op, il faut faire de l'OHD parce que ça a montré son efficacité. Il faut sûrement faire un peu de VNI, mais avec un warning sur il ne faut pas retarder l'intubation, c'est mal. Si on se met sur la dernière partie, qui est de dire, mon patient, il est toujours en détresse respiratoire, il est toujours ondouillé, vous voulez le mettre à oxygène pur, vous avez compris le mécanisme maintenant, mais vous apprenez que c'est une pneumonie, ou que c'est une pancréatite aiguë qui est en train de se mettre en détresse respiratoire, est-ce que ça change? Est-ce que ça, pour qui le fait que ce soit une détresse respiratoire sur pancréatite ou une pneumonie à pneumocoque, ça diminue l'envie de faire de l'optiflow? Personne. Est-ce que ça vous donnerait envie de faire de la VNI? Personne. Bon, donc vous le laissez comme ça. Que dit la littérature? C'est le papier de Jean-Pierre Fras, c'est l'étude Florali. Optiflow versus VNI versus oxygène. Je vous la fais courte, ils ont regardé le taux d'intubation, ça change que dalle. En post-hoc, sur les plus graves, ça diminue un peu. Le papier a fait le New England, pourquoi? Parce que c'est surmortalité dans le bras VNI. Faut pas faire. On ne fait pas de VNI à ces malades-là. C'est d'ailleurs, les recos, on dit, on ne peut pas totalement l'interdire, mais on ne le recommande pas. On ne fait pas de recos sur VNI, insuffisance respiratoire aiguë de novo, ni sur la RDS. Et donc, les recommandations, ce serait de dire, c'est OHD, et si ça ne marche pas, on intube les patients. Mais ce n'est pas ce qu'on fait quand on regarde. Ce n'est pas totalement ce qu'on fait, et puis ce n'est pas du tout ce qu'on a fait pendant les 2 ans de pandémie. Alors, pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 2 ans de pandémie? On a fait de la CPAP aux malades. On a fait de l'OHD, mais on a fait de la CPAP. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit quand on fait de la CPAP, c'est de la RDS, c'est de la pneumonie de nouveau chez des patients virales, mais c'est de la RDS à la fin. Qu'est-ce que ça donne? Ça diminue la mortalité par rapport à l'OHD et par rapport à la ventilation invasive. Même si ce n'était pas randomisé avec la ventilation non invasive, mais versus OHD, ça diminue la mortalité. Donc on ne peut pas jeter la VNI. Et si on reprend le helmet, vous savez, le casque des Italiens, ça c'est une photo que j'ai piquée à Luciano Gattinoni quand il essaie de nous vendre l'intérêt du helmet. Moi, j'ai jamais eu de malade comme ça en rien, mais en Italie sûrement. Quand on regarde ce papier-là, ils ont fait VNI masque versus VNI helmet. Et ils sauvent des vies avec le helmet. C'est l'équipe de Jesse Hall et John Kress à Chicago, ils sauvent des vies avec le helmet. Pourquoi? C'est le helmet, il n'y a que les Italiens dans le monde qui se servent de ça, quelques Français par-ci par-là. Pourquoi des mecs de Chicago, ils sauvent des vies en utilisant le helmet? Ce que les Italiens n'ont jamais pu montrer. Parce qu'ils ne sont pas italiens. Et donc, ils ne savent pas régler le ventilateur avec le helmet. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait de la VSAI avec le masque, 11 d'aide, 5 de PEP. C'est de la pneumonie, ils ne sont pas hypercapniques, ils n'en ont rien à foutre de l'aide. Par contre, avec le helmet, ils ont mis 8 de PEP, 8 d'aide, c'est-à-dire qu'ils se payent à peine la compliance du masque. Ils ont fait de la CPAP. Et quand on fait de la CPAP, on sauve des vies, même sur des essais randomisés.
Donc probablement qu'on ne peut plus dire ça et que la VNI a sûrement une place dans ces cas-là. Elle a une place, mais à condition de surveiller nos patients. Quand ils sont sous Optiflow, il faut surveiller le ROX, le score le plus bête, mais le plus intelligent qui existe. Jean Ricard, Colombe, j'adore ça. Vous faites SPO2 divisé par la FiO2 divisé par la fréquence ventilatoire. Il faut que ce soit sur les pancartes de réanimation. Il faut que ce soit écrit partout, il faut que ce soit surveillé. S'il est inférieur à 5, c'est pas bon, ça va finir avec un tube, très probablement. S'il est supérieur à 5 et qu'il monte, c'est plutôt rassurant. Pour la VNI, le ROX ne marche pas. On ne surveille pas la VNI avec le ROX. Alors peut-être il marche, mais pas avec le même cutoff, on n'en sait rien. Il y a des scores un peu plus compliqués. J'aime bien celui-là qui a été publié dans le BGA pendant le Covid, parce qu'il donne quelques informations. Globalement, c'est l'efficacité de l'oxygénation et la baisse de la fréquence ventilatoire qui doivent être le témoin. Si ça ne marche pas, il faut intuber les patients, parce que ce qui est vrai pour le Covid, ce qui est vrai pour le non-Covid, c'est que l'intubation retardée en insuffisance respiratoire aiguë de novo dans le SDRA ou en post-extubation, ça tue des malades. Ça ne donne aucune chance aux patients, ça les tue directement. Donc voilà, il y a un continuum, il y a plein de techniques. Moi, j'aime beaucoup cette approche de dire on va essayer d'adapter ce qu'on peut faire aux patients en fonction de leur état et de leur tolérance. Et quand on n'y arrive plus, quand on commence à dire je suis à 32 de P plate et le patient il est toujours pas bien, je peux plus baisser le VT, arrêtez de faire des trucs ésotériques. Ne cédez pas à la tentation de la facilité, mettez-les sous ECMO quand ils sont graves. Si on ne peut plus régler le ventilateur correctement, de façon sécuritaire, il faut faire de l'ECMO. Donc pour conclure, il y a plein de façons d'oxygéner, c'est quelque chose d'important. Il y a des recos, il y a des RCT, il y a des méta-analyses, il faut les connaître, il faut savoir que ça existe, il faut connaître les résultats. Je vous inviterai, après ces 2 ans de pandémie, et parce qu'on est tous des docteurs, à essayer de réfléchir avec la physiologie quand vous avez un patient. Pourquoi est-ce qu'il est en détresse? Comment est-ce que je vais pouvoir lui apporter de l'oxygène? Comment je vais adapter? Et ne pas faire les erreurs qu'on avait faites il y a 25 ans. Gardez en tête les résultats des grandes études et des recos, mais adaptez-les à vos patients parce que c'est la seule façon de leur donner ce dont ils ont besoin pour essayer de baisser la mortalité au quotidien. Je crois qu'on a tous fait médecine pour ça. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup. Vraiment, c'était complet, c'était simple, c'était un TCS. Waouh, ça c'est hyper bien le TCS. Non, vraiment, merci pour les infos parce que vraiment, ça donne d'un côté extrêmement pratique pour tout le monde, où que vous exerciez. Vraiment, il y a voilà, des guidelines qui sont mises en pratique. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une. Quand tu dis le barboteur, le truc où on mettait l'humidification pour l'oxygène, on n'en fait plus? Oui, bien sûr, on n'en fait plus. Mais du coup, comment on humidifie? Avec l'OHD? Non, pas Même forcément. à faible débit? Non. Alors, la stratégie qu'on a dans le service, c'est de dire quand on a ouvert l'OHD pour s'en servir à haut débit, etc., bon, on le garde jusqu'au bout, hein, même si la FiO2 est à 0,25 et à 30 litres. Il y a des systèmes d'humidification pour l'oxygène actif en passant par des cocottes, tout simplement, et ça marche quand même beaucoup mieux. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait plus. Malheureusement, on a encore quelques barboteurs dans le service, quasiment plus. Je crois que ça doit vraiment être un combat parce que c'est une fausse bonne idée. Et puis quand on est tous nés avec ça, bon, on le fait tranquille, mais en fait, ça ne marche pas quand on regarde. Ah et en plus, c'est du plastique. C'est pas green. Si ça ne vous embête pas, je me sauve parce que j'enchaîne à 16h juste en face. Merci de votre attention. Okay. Merci à tous et excellent congrès.